Il y avait beaucoup de choses qui ont été dites sur l'élection députage. Surtout, le Premier ministre avait dit que même si le coronavirus qui est en train de menacer partout maintenant, avec tout ça, l'élection, ça sera faite. Et ça a été fait aussi. Qu'est-ce que vous en dites? En réalité, au lendemain du discours du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, du 25 mars 2020, discours au cours duquel il est revenu sur les élections, j'ai immédiatement réagi le lendemain, le 26 mars, en disant ceci, que ce discours est une insulte et un mépris pour le peuple malien. Pourquoi? D'abord, quand vous prenez comment le gouvernement même parle, agit, on voit nettement que ce gouvernement ne travaille pas dans l'intérêt des Maliens. Que le mensonge d'État est devenu une façon de gouverner. Pourquoi? Vous avez entendu le Premier ministre dire que coronavirus ou pas, les élections vont se tenir. C'est comme pour dire aux Maliens, que vous soyez malade ou non, que les gens meurent ou non, on va tenir nos élections. Aucun gouvernement qui respecte son peuple ne peut parler comme ça. Aucun gouvernement. On a entendu le ministre de la Sécurité dire qu'ils ont pris toutes les dispositions pour que la maladie ne soit pas étendue au Mali. Mais 2 jours après, on a entendu le ministre de la Santé, qui était à la frontière, dire que c'est une passoire, les frontières c'est des passoires, qu'il y a plus de 1500 personnes par jour qui rentrent, qui viennent des pays où le coronavirus a été déclaré. Mieux, lorsque le gouvernement a fait son Conseil national de sécurité, a décidé de fermer les frontières, il n'y avait pas encore la maladie au Mali. Mais c'est le gouvernement qui a laissé venir de France, des pays où il y a la maladie, des avions qui ont atterri ici. C'est le même gouvernement. Alors qu'il a dit aux Maliens qu'il a fermé les frontières. Ils ont dit après que c'est des Maliens qui sont dans des pays où on a fermé les frontières, chaque État s'occupe de ses citoyens. C'est pourquoi ils ont fait venir les Maliens. Je dis c'est une très bonne chose. C'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons pas critiqué cette décision. Mais tous les pays qui se respectent, tous les pays qui sont bien gouvernés, comment ils font? Quand on rapatrie des citoyens qui viennent des pays où il y a les risques, on ne les laisse pas aller dans la nature, on les confine dans des hôtels pendant 2 semaines, pendant 20 jours. Le gouvernement avait dit qu'ils ont mis 6 milliards 300 millions à la disposition du ministère de la Santé pour lutter contre le coronavirus. Mais pourquoi ils n'ont pas pris sur cet argent pour confiner ces Maliens-là dans les hôtels pendant 1 à 2 semaines? Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé les Maliens partir. Et c'est comme ça que je dis c'est le gouvernement qui est responsable d'une partie, en partie de l'introduction de la maladie dans notre pays. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. C'est qu'une fois que la maladie est déclarée dans le pays, c'est connu le 25 mars. Le chef de l'État ne peut pas venir dire après ça que malgré tout, ils vont faire les élections. C'est comme ce que son Premier ministre a dit, que les gens meurent ou non, ils vont finir leurs élections. Et pour toute explication, il dit que c'est le dialogue national qui a décidé de la tenue des élections. C'est faux et archi faux. J'ai expliqué que le dialogue national, d'abord, quand vous regardez qui était au dialogue, 90% des participants au dialogue ont été nommés par les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, et les partis de la majorité, et les institutions. Donc le dialogue est venu dire ce que le pouvoir veut, mais ce n'est pas le plus grave. C'est que la date des élections, les tenir avant le 2 mai 2020, c'est une décision qui a été prise depuis juin 2019. Au moment de la prolongation du mandat des députés, le décret qui prolonge les députés, le mandat des députés avait dit que l'élection pour les députés doit se tenir avant le 2 mai 2020. Donc, c'est un mensonge que de venir dire que c'est le dialogue. Le dialogue, ils ont manipulé le dialogue pour faire écrire ce qu'ils veulent.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, au moment où on faisait le dialogue, personne n'avait prévu le coronavirus. Si aujourd'hui on appelle ceux qui ont participé au dialogue pour demander leur avis, aucun d'entre eux n'allait dire au gouvernement de tenir les élections. Donc, utiliser le mandat, soi-disant qu'ils ont eu du dialogue, pour venir mettre en danger la vie des Maliens, moi je dis que c'est un acte de trahison. C'est pour cela que j'avais dit que Ibrahim Boubacar Keïta sera seul responsable devant l'histoire, devant le peuple malien, devant la communauté internationale, des conséquences de la propagation de cette maladie dans le pays. Que Dieu nous en garde. Dieu merci. À cause certainement du climat de notre pays, la propagation ne se fait pas comme en Europe. Mais faire prendre à notre peuple des risques, ce n'est pas acceptable. Il y a des pays où on a reporté l'élection présidentielle à cause du coronavirus. Il y a des pays où on a reporté la tenue du référendum constitutionnel. Il y a des pays où on a reporté le deuxième tour de l'élection. Tout ça, c'est pour préserver la santé de leur population. Et chez nous, ils disent qu'ils ne peuvent pas reporter parce que c'est le dialogue qui a décidé. Mais le dialogue ne peut pas être au-dessus de la vie des Maliens. Troisièmement, le dialogue avait posé des conditions pour la tenue des élections. Le dialogue a dit d'abord que c'est laissé à l'appréciation du président de la République. C'est le président qui fixe la date. Deuxièmement, il y a des conditions qui doivent être réunies. Le retour de la sécurité et des forces armées de sécurité de l'administration dans toutes les zones d'insécurité. Deuxièmement, la sécurisation des votes. Or, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? La situation aujourd'hui est pire qu'avant le dialogue. Les militaires ont abandonné tous les postes avancés qu'ils avaient occupés. Les militaires meurent tous les jours, depuis le dialogue jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on n'a pas plus de 100 morts? Oui. La guerre civile continue au centre. Même pendant les élections, des candidats ont été enlevés. Le plus emblématique, c'est l'enlèvement des candidats de l'URD. Donc, toutes les conditions que le dialogue avait exigées n'ont pas été réunies. Donc, venir dire que c'est à cause du dialogue qu'ils font les élections, je trouve que c'est une insulte pour le peuple malien. Maintenant, ils les ont quand même tenus. Ce qui est ridicule, c'est le taux de participation qu'ils ont annoncé. Ils ont dit que le taux d'enlèvement des cartes ne dépasse pas 20 à 25%. Comment enlever les cartes? Ils disent qu'ils sont à 25%. Ils viennent dire maintenant que ceux qui ont été votés, c'est plus de 38%. Mais personne ne peut croire à ça. Parce que le taux de participation, c'est le nombre d'électeurs par rapport à ceux qui sont inscrits pour voter. Mais le plus ridicule, ce n'est pas ça. C'est que j'ai pris les taux de participation depuis 1992. En 1992, le taux de participation était de 21,6%. En 1997, il était de 22%. En 2002, il était de 23%. En 2007, il était de 33%. Donc pendant toute cette période où il y avait la paix, on n'a jamais dépassé 33%. Et aujourd'hui où il y a la guerre partout, au nord, au centre, même au sud, maintenant à part le district de Bamako, aucune zone n'est épargnée. On vient nous dire que le taux de participation c'est plus de 35%. Mais qui peut croire à ça? C'est encore un mensonge d'État. Donc on ne fait que manipuler, mentir. Et ce qui est ridicule, c'est qu'on vient nous dire que les zones où il n'y a même pas d'État, comme les régions du nord, vous prenez la région de Kidal, il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de sous-préfet, il n'y a pas d'administration. Ils refusent le drapeau du Mali. Même quand le Premier ministre a été, ils ont refusé le drapeau du Mali. L'armée est reconstituée, les militaires sont dans un camp enfermé. On vient nous dire que les populations là-bas ont voté pour plus de 80% pour des députés. Qui a supervisé ces élections? Qui était là pour voir? Il n'y a pas d'administration. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à l'issue de ces élections, on va avoir la situation suivante. Il y aura quelques députés qui sont effectivement l'expression de la volonté populaire. Mais l'écrasante majorité des députés, ça va être les corrupteurs, les corrompus, les narcotrafiquants, les obligés, les représentants des mouvements terroristes, des mouvements armés, c'est eux qui vont venir les plus nombreux à l'Assemblée nationale. Et ils le font parce que leur seul objectif, c'est de faire voter la révision constitutionnelle. Et une fois que la révision constitutionnelle est votée, on va mettre dans le nouveau texte
des conditions qui vont faciliter après la partition du Mali. Il ne faut pas que les Maliens se trompent. Tout ce que ce gouvernement est en train de faire là, c'est autour de ça. Et c'est pour cela que nous nous sommes élevés contre ces élections-là. Notre frère Soumaïla Cissé a signé plusieurs déclarations pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ces élections. Ils n'ont jamais écouté. L'opposition a dit qu'elle n'est pas d'accord. Je crois que ce qui s'est passé montre seulement la vraie nature du régime qu'on a en place. J'ai dit qu'on a une oligarchie qui a pris notre peuple en otage. Il ne respecte pas les lois. Il viole les lois. Il fait ce qu'il veut. Regardez le Premier ministre. Il a été désigné en mai-avril 2019. Il ne s'est jamais présenté devant l'Assemblée nationale pour présenter un programme de gouvernement ou une déclaration de politique générale comme l'exige l'article 78 de la Constitution. Il ne l'a jamais fait. Donc il n'a même pas de base légale pour son action. Quand le dialogue s'est tenu, il a juré devant les Maliens qu'à la fin du dialogue, il va intégrer les résolutions du dialogue et il va faire sa déclaration de politique générale. À la date d'aujourd'hui, il n'a jamais fait. Et voilà le même gouvernement qui, le 1er avril, adopte un projet de loi pour demander à la même assemblée qu'il a ignorée pendant 1 an de lui donner le mandat à travers une loi d'habilitation de gouverner par ordonnance jusqu'à l'installation de la nouvelle assemblée. Mais ça, c'est quel gouvernement? Donc c'est pourquoi j'ai dit ils ont pris notre peuple en otage. On détourne l'argent de l'armée, il n'y a rien. Les militaires meurent parce que tant qu'il n'y a pas d'avions de combat, des hélicoptères de combat, la suprématie dans les airs, on ne gagnera jamais la guerre. Tout l'argent a été détourné. Ils organisent des élections malgré la maladie des citoyens. Ils mentent aux Maliens comme ils veulent. Ils méprisent les institutions. Mais notre pays est pris en otage. C'est pour cela que je dis la solution aujourd'hui que les Maliens ont, c'est de rentrer en résistance patriotique et démocratique contre cette oligarchie, pour l'obliger à respecter les lois ou les faire partir. Voilà mon opinion sur cette question-là. Moi, je suis convaincu que ces élections devaient être abandonnées. Mais ceux qui sont au pouvoir, comme je vous ai dit, le sort des Maliens n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de continuer dans la voie qu'ils ont tracée. Ils veulent coûte que coûte avoir leurs députés. J'ai même appelé les députés coronavirus pour venir voter la révision constitutionnelle. Donc je crois qu'ils vont la faire, sauf un cas de force majeure. Ils vont la faire, mais c'est contre l'intérêt du Mali. Mais ça montre le ridicule de ce gouvernement. Et ils disent qu'à cause du coronavirus, ils se protègent. Ils ne veulent pas avoir beaucoup de journalistes parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Vous avez vu même le gouvernement, pour le conseil des ministres, ils ont tous mis des masques et ils ont travaillé en téléconférence. Donc voilà des gens qui, à niveau des institutions, se protègent eux-mêmes entre eux. Ils se protègent des journalistes, mais les mêmes disent aux Maliens, allez-y vous agglutinez dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, dans les centres de compilation des votes, ce n'est pas notre problème. J'ai dit, ça montre simplement que ce gouvernement a un autre agenda qui n'est pas celui du Mali. Ils ont d'autres préoccupations qui ne sont pas celles des Maliens. Sinon, personne ne peut comprendre ça. Ceux qui disent, la Cour qui dit aux journalistes privés de ne pas venir, pourquoi cette même Cour n'a pas dit au gouvernement que ce que vous faites n'est pas normal? Pourquoi la Cour n'a pas dit au gouvernement que le fait que vous n'avez pas présenté de déclaration de politique générale pendant 1 an, vous êtes en train de violer la Constitution? Elle ne l'a pas dit. Donc la réalité, c'est que ceux qui nous gouvernent et leurs institutions, la santé des Maliens, le bonheur des Maliens, la paix au Mali, ce n'est pas leur principale préoccupation. C'est ça la conclusion que j'en tire. D'abord, la première précaution, c'était une fois qu'ils ont décidé de fermer les frontières, c'est de ne pas laisser les gens rentrer sans précaution. Ou si les gens rentrent, il faut les confiner pendant une période donnée. Ce que tous les États font. Ils ont été défaillants, incompétents. Ils ont ensuite menti aux Maliens, parce qu'ils ont caché d'abord. Quand ils ne pouvaient plus cacher, ils ont fini par reconnaître. Maintenant, quand ils le reconnaissent, quelles sont les conclusions qu'ils en tirent? Ils ne tirent aucune conclusion. Vous regardez cette histoire de couvre-feu. C'est très bien qu'on le fasse si c'est pour la santé des Maliens. Mais le virus, ce n'est pas la nuit qu'il circule, plus que le jour. Le jour, les gens circulent. Et la nuit, on dit aux gens de ne pas circuler. Donc il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Moi, je ne critique pas la mesure, mais quand on prend une mesure, il faut être cohérent sur tous les plans. Deuxièmement,
Regardez les mosquées. Dans tous les pays du monde, la sécurité des citoyens ne relève pas des organisations religieuses. Elle relève du gouvernement que les citoyens ont élu. Que ce soit en Arabie Saoudite, en Égypte, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, dans tous les pays musulmans, c'est le gouvernement qui a décidé de la fermeture des lieux de culte. Chez nous, au lieu de prendre les responsabilités, ils disent non, on va négocier avec les organisations religieuses. Mais ces organisations n'ont pas les compétences techniques pour apprécier une telle situation. Mais vous savez pourquoi ils l'ont fait? En réalité, ils l'ont fait parce que s'ils disaient de ne pas aller dans les mosquées, les religieux aussi allaient dire qu'il ne faut pas faire les élections. Et comme ils ont peur de ça, les élections pour eux c'est une question de vie ou de mort. Ils ont préféré mettre la vie des Maliens en danger. C'est pourquoi vous avez vu même au niveau du Haut Conseil, il y a eu des tiraillements, il y a des imams qui ont dit de fermer les mosquées, d'autres ont dit de ne pas fermer, mais dans un État organisé, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans tous les pays du monde, c'est le gouvernement qui prend la décision. Mais nous, notre gouvernement, c'est pas son problème. Il n'est que dans les arrangements, des violations de la loi, aller contre les intérêts des Maliens. Moi, je dis que ils ont poussé les Maliens dans leur dernier retranchement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que la façon de gérer le pays change. Et c'est pour cela que le coronavirus, en réalité, il n'a pas été géré correctement. Aujourd'hui, moi, je salue le personnel de santé qui fait tout ce qui dépend de lui, oui, qui risque sa vie, qui est là debout nuit et jour. On ne peut pas les en vouloir, mais il faut qu'on les mette dans les minimums de conditions. Quand vous parlez avec certains médecins, on vous dit qu'on leur donne un masque par jour. Donc 5 masques pour la semaine de travail. Or, on dit que les masques, on les porte pour 3 heures de temps. Donc même les services de santé, on n'arrive pas à les donner les moyens pour travailler. Et le reste de la population. Hier, on a entendu qu'il y aura 20 millions de masques qui vont être commandés dans une semaine. Mais les 20 millions de Maliens, si on leur donne 20 millions de masques, 3 heures après, ce n'est plus valable. Et puis, est-ce qu'on est sûr que tous les Maliens vont avoir les 20 millions là, est-ce que ça va être distribué équitablement? Attendons de voir. Ce qui est sûr, on est très en retard. Tous les États organisés, en Europe, en Afrique, ils ont immédiatement réagi. Nous sommes le dernier pays à réagir officiellement à cette maladie grave. Et les mesures qui ont été annoncées, moi je trouve que c'est des mesures timides. Quand vous entendez dans d'autres pays qui ont le même niveau que nous, ils disent que c'est 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 milliards qu'ils ont prévu pour soutenir l'économie. Chez nous, on parle de 500 milliards. Moi, je ne crois pas que les 500 milliards peuvent servir à atténuer le choc que nous sommes en train de subir. Mais attendons de voir. C'est le temps qui va nous permettre de juger. Voilà ce que je peux dire à ce stade-là. Monsieur le Président, j'ai constaté quelque chose dans les pays de sous-région, comme que la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Sénégal, et leurs autorités ont laissé quelque chose pour leur population, tel que le courant, l'impôt au conso. Est-ce que vous en connaissez, si notre autorités ont pensé à ces côtés aussi? J'ai écouté le discours du chef de l'État hier. Il a prévu pour un certain moment, je crois avril-mai, la baisse des factures d'électricité pour certaines couches de la population. Ils ont prévu aussi de renoncer à un certain nombre d'impôts. C'est des mesures qui sont bien comme telles, mais elles sont insuffisantes de mon point de vue. Parce que les pays que vous venez de citer, mais ces pays ne sont pas plus riches que le Mali. Mais les mesures qu'ils ont prises sont plus importantes que les mesures qu'on a prises au Mali. Ensuite, ils les ont prises suffisamment tôt. Nous, on est les derniers dans la sous-région d'abord à annoncer ces mesures. Oui. Et puis, ces mesures sont les moins importantes. Et donc, je trouve que ces mesures, c'est une démarche qui est bonne, mais elles sont insuffisantes. Ça, c'est mon point de vue. Nous allons vous demander sur l'enlèvement de Soumaïla Cissé, qui est le président de la partie IRD. On a entendu qu'il y a eu des commissions pour ça, pour Soumaïla Cissé, de la manière dont on puisse le retrouver. Et vous en savez quelque chose aussi? Nous ne savons pas grand-chose aujourd'hui de l'enlèvement de Soumaïla Cissé. Nous savons seulement que sur les 17 membres de sa délégation, il y a 15 qui sont libérés aujourd'hui. Et il y a lui-même et le maire de Koumaira, donc ils sont 2 qui sont dans les mains des ravisseurs.
À la date d'aujourd'hui, on ne connaît pas les ravisseurs, on ne connaît pas leur identité, on ne connaît pas les motifs de l'enlèvement, on ne connaît pas leur lieu de résidence. Donc, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et nous avons ensuite déploré le fait que le gouvernement, ce n'est que 72 heures après l'enlèvement de Soumaïla, donc presque 3 ou 4 jours, qu'ils ont parlé officiellement du fait qu'ils ont mis en place un comité de crise. Mais ce qui nous intrigue le plus, c'est que ça fait plus de 17 jours aujourd'hui que Soumaïla et ses compagnons ont été enlevés. Le comité de crise qui a été annoncé là, le décret qui le crée, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas au courant, ce décret-là, il n'est pas signé. Alors, ce qui fait que on se pose des questions. Ensuite, les gens qui ont été libérés après le premier enlèvement, normalement, les services de renseignement doivent les rencontrer, discuter avec eux, les entendre. Or, je crois qu'il y a eu une interrogation sommaire du commandant de brigade de Niafunké. Après ça, il n'y a rien eu. Et donc, on a le sentiment qu'il y a des lenteurs qui ne s'expliquent pas. Même si on est conscient que de telles questions doivent être discutées de façon assez discrète. Et la discrétion et l'efficacité, c'est ce qu'on recherche. On n'a pas besoin de tout mettre à la place publique. Mais à la date d'aujourd'hui, on est vraiment très, très inquiet. C'est ce que nous avons voulu exprimer, c'est ce qui a motivé la conférence de presse que nous avons tenue aujourd'hui. Monsieur le Président, je voudrais vous demander s'il y a des commissions ou bien si les commissions que le gouvernement a décrétées, si c'est la seule commission qui doit rechercher Soumaïla. Parce que dans les réseaux sociaux, on avait entendu que son parti était allé voir Mahmoud Dicko. Non, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'URD a mis en place un comité de crise dès le jour de l'enlèvement. C'est ce comité de crise qui reçoit toutes les informations, essentiellement depuis Niafunké, qui reçoit aussi les personnes qui viennent manifester leur soutien à Soumaïla. Maintenant, c'est ce comité de crise qui a demandé à rencontrer Mahmoud Dicko. Ils ont associé le FSD, le Front pour la sauvegarde de la démocratie. C'est pourquoi j'ai dirigé la délégation, pour lui demander vraiment de s'impliquer pour obtenir la libération de Soumaïla. Dicko nous a remerciés. Il nous a dit qu'il a été déjà touché par la famille de Soumaïla et qu'il fera tout ce qui est de son pouvoir pour obtenir cette libération. Alors, c'est différent de la commission chargée de la libération de Soumaïla que le gouvernement a mis en place, qui a été annoncé il y a plus de 17 jours. Mais à la date d'aujourd'hui, le décret qui rend officiel ce comité-là, ce décret-là n'est pas signé. On ne connaît pas la composition du décret. Donc, c'est comme si on a fait une opération de communication, mais sur le plan pratique, il n'y a pas grand-chose. C'est pourquoi on est inquiet, c'est pourquoi on a fait d'ailleurs cette conférence-là pour dire qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Voilà la situation. Monsieur le Président, toujours nous allons partir avec le discours du Président de la République d'hier soir. Il a dit beaucoup de choses, mais nous on a vu que c'était des mots fermés. Parce que le Président n'a pas dit dans son discours comme quoi il va prendre quelque chose en charge, tel que le courant, le loyer, l'impôt, beaucoup de choses. Il n'a pas dit qu'ils vont prendre ça en charge. Mais on a vu que dans les autres pays, c'est le gouvernement qui a pris ces choses-là en charge. Dans les déclarations du chef de l'État d'hier soir, moi je l'ai écouté attentivement. En réalité, sur toutes ces mesures dont vous venez de parler, il a fait des annonces. Mais j'ai dit d'abord que ces annonces viennent en retard. On est les derniers de la sous-région à faire ces annonces. Deuxièmement, elles sont insuffisantes. Et elles ne sont pas claires, comme vous le dites. Voilà. On ne sait pas exactement comment ça va s'appliquer. Donc, on a le sentiment que c'est beaucoup plus des annonces à caractère politique que des annonces pour réellement soulager les Maliens. Mais je dis que c'est le temps qui va nous montrer.
si ce qu'ils ont dit là, c'est vrai, ou bien ils l'ont dit uniquement pour encore tromper les Maliens. C'est le temps. D'ici 1 à 2 semaines, on va savoir la vérité. Chaque fois qu'ils ont dit des contre-vérités, on les a vite rattrapés. Quand ils ont venu dire que c'est le dialogue qui a dit de faire les élections, on les a rattrapés. Quand ils ont venu sortir le faux taux de participation, je vais vous donner les chiffres, on les a rattrapés. Donc dans 2 semaines, on va savoir si ce qu'il a dit est réellement appliqué ou bien c'est uniquement de la communication politique. Ok, Monsieur le Président, je vous